Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo discussion. Aujourd'hui, on va parler de la romantaisie. Un gros sujet, mais c'est vraiment un terme incontournable dans la littérature depuis quelques années, dont la popularité ne fait que croître, en particulier depuis la sortie de Fourth Wing en 2023. C'est vraiment le livre qui a fait exploser ce terme et ce sous-genre de la littérature. Il y a des nouvelles sorties romantaisie qui sont annoncées à chaque semaine. Sur BookDog, il y a plus de 1 million de publications qui sont associées juste au mot-clé romantaisie. Et c'est un phénomène qui ne semble pas prêt de s'arrêter, dont j'avais envie de discuter avec vous. Donc installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! On va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est la romantaisie? C'est un terme porte-manteau qui a été créé à partir de deux mots, je pense que vous aurez deviné lesquels. Romance et fantaisie, on les met ensemble, ça fait romantaisie. Dans la littérature, on l'utilise pour parler d'un livre où la romance est un des moteurs de l'intrigue. Si vous enlevez la romance, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien qui se passe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même un terme qui est relativement récent. Selon un article du Guardian, même si c'est un terme qui a été officialisé par Bloomsbury pour en particulier parler des livres de Sarah J. Maas qui explosaient, on va y revenir plus tard. Mais avant ça, c'est un terme qui a été introduit dans le Urban Dictionary en 2008. C'est quand même assez récent, 2008, quand on parle de littérature, et donc ce terme est assez récent, mais l'idée, elle, ne l'est pas. Parce que des fantaisies avec une thématique de romance au premier plan, ça fait longtemps qu'il y en a. Une des premières que j'ai retrouvées citée dans différents articles, et d'ailleurs, comme dans chaque vidéo comme ça que je fais, tous les articles, vidéos, tout ça que j'ai utilisé seront en barre d'infos si jamais vous voulez les consulter. Mais donc, un des titres que j'ai le plus vu, c'était War of the Oaks, qui est sorti en 1987, et qui raconte l'histoire d'une rockstar qui se retrouve projetée dans un monde de fées, qui va avoir une romance là-dedans. Donc c'était dans les années 80. Et si on va encore plus loin dans l'idée, si on pousse le concept de fantasy avec un élément central de romance, moi j'ai envie de dire que même Beren et Luthien de Tolkien, ça rentrerait en romantaisie. Je sens que je vais en choquer certains en disant ça, mais si on regarde techniquement ce que c'est, Beren et Luthien, c'est l'histoire d'un homme mortel et d'une elfe immortelle, un concept qu'on va beaucoup retrouver en romantaisie, qui tombent amoureux mais qui doivent passer par beaucoup d'épreuves pour essayer d'être ensemble dans un univers fantasy. Ça correspond quand même à 100% à la définition. Et pourtant, je ne sais pas qui, à part moi qui viens de le faire, utiliserait le terme romantaisie pour parler de Beren et Luthien. Ce qui touche à d'autres enjeux dont je vais aussi discuter un peu plus tard dans la vidéo. Si je pense vraiment à ce que la romantaisie représente pour moi, les titres qui me viennent en tête, ça va être des livres qui, à l'époque, n'étaient pas classés en romantaisie, puisque le terme n'était pas utilisé, mais étaient classés plus en fantasy young adult. Je pense notamment à Fille des chimères de Laini Taylor, à Star Touch Queen de Roshani Chokshi qui est sorti traduit plus récemment. Le titre m'échappe en français mais je vous le mettrai là. Et puis bien sûr Akotar, un palais d'épines et de roses qui au moment de sa sortie était aussi classé en fantasy young adult et qui depuis s'est trouvé rebrandé, transformé pour devenir la star de la romantaisie. Au final donc la romantaisie c'est un terme qui a une valeur surtout marketing qui permet de catégoriser rapidement et simplement un certain type d'histoire et de surfer sur la vague de popularité du mot, mais c'est des choses qui existaient sous d'autres noms bien avant. Et je vais faire une petite aparté aussi parce que, en particulier dans la sphère anglophone des réseaux sociaux des livres, on trouve plusieurs variations autour de la romantaisie et on se rend compte rapidement d'ailleurs que tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce que c'est la limite entre une romantaisie et autre chose, mais il y a trois termes qui ressortent et dont je voulais parler avec vous en plus du terme romantaisie. Il y a romantic fantasy, c'est un roman de fantasy avec des éléments de romance mais plus en sous-intrigue. Je penserai notamment à The Cruel Prince pour cette catégorie-là et à pas mal d'autres aussi. En réfléchissant à la vidéo, je me rendais compte que j'avais vraiment beaucoup de titres que j'ai adorés qui rentreraient en romantic fantasy, donc avec une intrigue qui est très forte, portée par plein d'éléments, mais quand même une part de romance qui est présente aussi. Si jamais vous aimeriez voir une vidéo sur ces livres-là précisément, faites-le moi savoir en commentaire, j'ai plein de recommandations. Donc premier terme, romantic fantasy. Deuxième terme, fantasy romance. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on voit peut-être
plus sur TikTok et qui est représentée comme de la romantasy, mais qui est plutôt une romance qui se passe dans un univers fantasy. Genre la romance est vraiment le centre et le décor autour, on pourrait presque le changer et mettre autre chose de contemporain ou quoi et ça marcherait quand même. Alors, je dirais que la romantasy c'est la balance parfaite entre la fantasy, l'univers, l'intrigue politique et tout ça, et la romance. Romantic fantasy, plus de fantasy. Fantasy romance, plus de romance. Je sais, c'est beaucoup de termes, et c'est être très technique, mais je voulais les expliquer parce que vous pourriez tomber dessus et vous demander qu'est-ce que c'est. Le dernier que je voulais mentionner, c'est les paranormal romance, donc tout ce qui touche plus à l'urban fantasy, à ce qu'on voyait il y a quelques décennies, par exemple, les Psy Changeling, les Charlene Harris, La communauté du Sud, True Blood, ces livres-là qui se passaient dans notre monde, mais avec des créatures surnaturelles. Pour moi, tous ces termes-là, incluant la romantasy, se trouvent un peu dans une échelle fluide avec à l'extrémité complète la romance et à l'autre la fantasy, puis tu te promènes entre les deux avec la romantasy en plein milieu. Je vois ça assez fluide, et du coup c'est pour ça que je trouve difficile des fois de vraiment catégoriser les fantaisies avec de la romance, genre tu la mets où là-dedans. Au fond, c'est pas tant important que ça, sauf quand on parle de vente de livres, de promotion de livres, et qu'on essaye d'attirer les lecteurs vers ce qu'on appelle la romantasy. Et dans ce cas-là, la présentation que tu vas faire va être importante. Ma parenthèse a été beaucoup plus longue que je le pensais, mais je trouvais quand même important de vous parler de ces mini-distinctions-là. Et pour moi, la définition de romantasy reste très simple, c'est une fantaisie avec la romance comme un des éléments centraux de l'intrigue. Tout simplement. Et au-delà de toutes ces définitions-là, la romantasy c'est surtout un genre de lecture qui, comme je vous le disais, est en plein essor. Dans les dernières années, c'est vraiment devenu un des genres les plus à la mode. Je pense que l'autre auquel je peux penser, c'est la dark romance. Et tout ça, je les engloberai dans une croissance plus générale de la romance et de tout ce qui touche à la romance dans la littérature. Un petit exemple pour illustrer ça, encore une fois tiré d'un article de The Guardian, c'est que les livres de Sarah J. Maas, les anciens comme les nouveaux, ont eu une croissance de vente de 86% en 2022. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énormissime. Et ça, c'est en grande partie grâce à la popularité que Un palais d'épines et de roses, Throne of Glass ont eu sur BookTok. Genre, on les voyait partout, on les voit toujours partout. Ils restent hyper populaires. Et donc, même sa série Throne of Glass, qui est sortie il y a quand même pas mal de temps maintenant, est revenue sur le devant de la scène. Mais genre, c'est incroyable et ça montre le pouvoir des réseaux sociaux sur les ventes de livres. Et donc, pourquoi est-ce que les maisons d'édition sont aussi autant intéressées à surfer sur la vague de la romantasy jusqu'au bout. On peut voir aussi l'essor de la romantasy avec tous les labels que les maisons d'édition sortent pour ce sous-genre-là. Hugo a sorti son label romantasy, tout simplement. Tor a sorti Bramble, qui se spécialise aussi dans ça. Il y a aussi Red Tower, qui fait partie de Entangled Publishing, si je me trompe pas. On a Goodreads, qui s'est mis à faire une catégorie romantasy dans les Goodreads Choice Awards. Ça aussi, c'est quand même assez particulier. C'est comme s'ils faisaient une catégorie romance historique, quoi, au niveau spécificité. Donc ça montre à quel point c'est lu et ça plaît. Bien sûr aussi, si je parle de romantasy, je suis obligée de parler de Nina Quill, qui a vraiment participé à la popularisation du terme en France. Je pense que ça a été une des premières à en parler autant, et elle a créé son challenge romantasy. C'est aussi une des personnes, je pense, qui en lit le plus, et qui les lit quand elles sont encore auto-éditées ou quand elles viennent de sortir en anglais. Donc si jamais vous voulez avoir des suggestions, des recommandations de romantasy qui vont s'avenir en français, vous les trouverez forcément sur sa chaîne. C'est vraiment pour moi la personne qui représente la romantasy en France. Donc on voit vraiment que cet intérêt pour la romantasy est partout, à tous les niveaux. Et ce qui m'amène à analyser avec vous qu'est-ce que c'est qui plaît autant dans la romantasy. Déjà brièvement, la partie romance, ça fait très longtemps que la romance c'est un des genres littéraires qui se vend le plus et qui continue à croître d'année en année. Par exemple, Colleen Hoover et Emily Henry sont deux autrices de romance qui ont un succès phénoménal qui dépasse largement ce qu'on peut voir sur les réseaux, et vraiment c'est un genre qui prend de plus en plus de place dans les librairies. Je vous l'ai déjà dit, mais quand je vois les changements dans Indigo, avant le rayon fantasy était beaucoup plus grand, maintenant il y a
plusieurs étagères dédiées à la romance et au sous-genre de la romance. La dernière fois que j'y suis allée, je pense que c'était les cow-boys qui étaient à l'avant-plan, c'est la nouvelle tendance dans les romances. Tout ça pour dire que c'est un genre qui a la cote et qui intéresse de plus en plus de monde dans les dernières années. Et si je vous parle de ça, c'est parce que justement, une des choses qui je pense fait que la romantasy fonctionne, c'est qu'on suit les mêmes codes que en romance. Notamment, on sait qu'il va y avoir un happily ever after, que ça va bien se finir, que les personnages vont être ensemble à la fin, même s'ils vont peut-être vivre beaucoup d'épreuves catastrophiques et terribles entre-temps, ça va bien se finir. Ça a un côté rassurant, réconfortant, de lire quelque chose quand on sait que ça va suivre certains codes et qu'on peut s'attendre à une certaine évolution de l'histoire, quand on peut être rassuré que ça va bien finir. Et je pense que ça rejoint aussi l'essor de tout ce qui est cozy fantasy et tout ça, parce que en ce moment, on a envie de réconfort, et le côté fantasy parce qu'on a envie de s'évader dans un autre monde, parce que le nôtre, c'est un petit peu la merde. Donc, ce côté évasion, ce côté vivre dans un autre monde, mais en ayant la certitude que, comme dans les romances, ça va bien se finir, c'est très rassurant, et je pense que ça répond un peu à ce besoin de réconfort et de savoir dans quoi on s'engage, et de savoir que même si on souffre, il va y avoir une fin à la souffrance. Et c'est quelque chose qu'on a besoin en ce moment. Ça. Puis pour faire le lien avec la fantasy, c'est l'autre force de la romantasy, d'allier ces deux sphères justement. C'est qu'on plonge dans un univers magique, avec ses propres règles, avec des espèces immortelles, avec des enjeux plus gros que dans une romance contemporaine ou même historique. Genre des fois il faut sauver le monde, sauver le royaume, empêcher que des gens se fassent tuer. On est vraiment sur du lourd quand même. Mais c'est une des caractéristiques de la fantasy pour moi, c'est que c'est un moteur d'espoir, de nous montrer que même dans les pires circonstances, tout en ayant une distance émotionnelle parce qu'on n'est pas dans notre monde et que du coup on n'est pas comme si on lit un livre sur la Seconde Guerre mondiale où on sait que ça s'est vraiment passé et tout, et on peut encore plus s'imaginer les horreurs. La fantasy met une certaine distance du fait que ça se passe dans un autre univers et nous permet tout de même de voir que on peut s'en sortir, que malgré les difficultés, il y a une lumière, une lueur d'espoir, que nos personnages peuvent endurer des choses horribles, mais s'en sortir et trouver le bonheur à la fin, ce qui est quelque chose dont je vous parlais aussi dans ma vidéo sur la dark romance. C'est un petit peu la même idée, c'est que on peut suivre des personnages dans un univers magique qui nous permet d'échapper à notre monde en sachant que ça va bien se finir. Et là je voulais mentionner une vidéo de The Book Leo qui parle aussi de la romantasy, et elle disait que pour elle une des différences, et j'étais d'accord, c'est que dans la romantasy par rapport à la fantasy, où les personnages peuvent aussi vivre des choses abominables, il y a un côté plus sensationnaliste quand les personnages souffrent. On est plus vraiment dans la tête du personnage, dans ceux qui vivent, plutôt que dans la grande échelle de qu'est-ce qui se passe. Et il y a un côté beaucoup plus, je pense, cathartique et de nous faire vivre les choses par procuration à nous en tant que lecteurs et de nous permettre de nous connecter plus au personnage que à l'univers au sens large. Et en plus de ça, en plus de cette connexion au personnage, on a le petit frisson de cette romance complètement irréaliste, on s'entend, mais ça fait du bien. Et je pense que c'est ça qui fait que la romantasy fonctionne autant. Ça allie vraiment les deux forces des deux genres. Pour appuyer un petit peu plus les propos que je vous dis sur le pourquoi est-ce que la romantasy plaît, je voulais vous lire quelques citations aussi tirées d'articles, notamment Ajibowale Roberts, qui travaille à HarperCollins. Romance readers have discovered that romantasy has all the tropes they adore, but set in a world they can escape to and get lost in. C'est exactement ce que je vous disais, c'est que les lecteurs de romance classiques ont découvert que la romantasy, ça leur offre tout ce qu'ils connaissent déjà des tropes et des clichés de la romance qu'ils aiment, mais dans un autre univers qui leur permet de s'évader de la réalité, de s'y perdre et d'explorer autre chose. Une autre citation qui est de l'autrice de Trial of the Sun Queen, Nisha Gituli. I love the whole "he murdered your whole family, but now you're going to fall in love", something which you can really only create in a fantasy world. Donc j'adore tout ce qui est il a tué toute ta famille, mais tu vas en tomber amoureuse. C'est quelque chose qui clairement ne peut arriver que dans un univers fantasy. On s'entend que dans la réalité, quelqu'un fait ça, tu peux pas tomber amoureux. Dans un univers fantasy, quand il a fait ça parce que ta famille, c'était le roi et la reine, et ils avaient détruit son peuple, tu peux imaginer des justifications, on va dire. Et ça permet d'avoir certaines tropes qu'on adore lire en romantasy, comme le enemies to lovers,
dont je vais reparler un peu plus tard. Et je pense que même si tous les livres de romance ont un côté, ça nous fait rêver ce type de relation-là, c'est encore plus vrai avec la romantaisie, parce qu'il y a une intensité de romance dans la relation qu'on ne peut pas retrouver dans le monde réel. Et là, c'est une citation d'un article de Dazed Digital. More typical romances tend to value lightness, escapism and pleasurable predictability. Romantasy values danger, twists and immersion and uses violence or the threat of it to build sexual tension. Donc les romances typiques ont plus tendance à aller vers de la légèreté, échappatoire, c'est pas le meilleur mot, mais je ne suis pas traductrice professionnelle, et une prévisibilité qu'on apprécie, tandis que la romantaisie, on va retrouver plus du danger, des rebondissements, une immersion dans l'univers, un certain aspect de violence ou de potentiel de violence qui va venir jouer sur la tension sexuelle, et ça vient vraiment rendre les émotions encore plus puissantes, encore plus fortes, et même nous en tant que lecteurs, on peut le ressentir. Puis souvent ces romances, elles vont aussi être avec un être surnaturel, donc il va y avoir des règles différentes que dans la réalité, des choses qui seraient pas possibles en vrai. Comme je vous disais aussi, l'histoire des conflits de tu vas te marier avec le roi, mais en fait tu es en mission secrète pour le tuer parce que tu veux libérer ton royaume. Tout ça, c'est des choses qu'on pourrait pas avoir dans une romance contemporaine, mais qu'on peut avoir en fantasy et qui viennent participer à cette tension sexuelle entre les personnages qui est hyper addictive. Une autre chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les romantaisies, c'est le personnage masculin, parce que quand même la grosse majorité des romantaisies sont hétéros. Il y a quelques romantaisies populaires qui sont gays, mais là, encore une fois, souvent elles sont écrites par des femmes et on touche à la fétichisation et c'est un autre sujet que peut-être un jour j'aimerais faire en vidéo. Mais la grande majorité, on a une jeune femme et un personnage masculin. Souvent c'est lui qui est immortel, il est incroyablement beau, il a des yeux transperçants, il est grand, il est fort, il est musclé, il a un prénom qui écorche un peu, qui en jette comme Hawke, Kai, Xaden, Rowan, genre des noms d'hommes là. De mâle. Et ça, c'est quand même un beau cliché de la romantaisie aussi. Puis même sans le sexe, même s'il n'y a pas de scène spicy décrite, parce qu'il y a quand même de la romantaisie young adulte aussi, il y a quand même ce côté relation intense, unique, d'âme sœur, très forte qui est présente, et qui, je pense, le différencie de romances contemporaines. Et je pense que ça se retranscrit bien dans les réactions des lectrices, lecteurs, parce que on voit vraiment un côté presque obsessionnel se développer envers certains personnages, genre où on est tellement hyper fan, on a vu les shadow daddies partout, le terme vraiment est devenu hyper populaire, et c'est presque comme si on adulait des stars, mais des stars qui n'existent pas du coup, et des fois les gens ont des réactions hyper fortes, genre je me souviens quand il y a des suppositions de casting pour des adaptations de certains des livres de romantaisie, les gens sont intenses dans la critique des gens qui sont choisis. Genre, je pense qu'on perd un petit peu de la distance. Genre, c'est des personnages fictifs. Mais à cause de l'intensité de la lecture, on est trop impliqué émotionnellement. On voit plus le big picture. Et enfin, une autre chose qui, je pense, plaît beaucoup dans la romantaisie, en particulier aux lectrices, c'est que dans la grande majorité, on a une héroïne badass, ou en tout cas présentée comme telle. Un personnage féminin fort, qui va peut-être traverser des épreuves, mais qui va réussir à s'en sortir, qui sait se battre, qui sait ce qu'elle veut, qui se laisse pas faire. Et c'est une représentation qui fait du bien, parce que la fantaisie a été pendant très longtemps un milieu d'hommes, et même les femmes qui écrivaient de la fantaisie prenaient un autre nom pour se faire une place. Et donc souvent on avait des personnages principaux masculins. Avec la romantaisie, on est quasiment sûr que le personnage féminin principal va être présenté, comme je vous disais, comme badass. Après, est-ce que c'est vraiment le cas quand on analyse le livre? Pas toujours. Mais c'est une représentation qu'on peut rechercher, d'avoir un personnage féminin principal plutôt qu'un personnage masculin. Et là, attention, je dis pas qu'il n'y a pas des fantaisies écrites par des femmes avec des personnages féminins forts, parce que il y en a plein aussi. Par exemple, je pourrais citer The Poppy War, la guerre du pavot de R.F. Wang. Il y en a où il n'y a pas de romance ou très peu, et où il y a aussi des personnages féminins forts. Mais c'est quand même une des caractéristiques de la romantaisie qui, pour moi, font que ça plaît autant. Et d'ailleurs, une autre petite parenthèse, une des raisons qui, moi, me fait aller vers la fantaisie écrite par les femmes, c'est pour avoir des personnages féminins bien écrits. Si vous me suivez, vous l'aurez remarqué, je lis très peu de livres de fantasy écrits par des hommes, et quand j'entends un, j'ai toujours très peur de ce que je vais lire. Parce que même encore souvent
aujourd'hui dans les livres qui sortent en ce moment, pas juste les vieux, les femmes sont surtout là pour souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour se faire agresser, pour être victime de violences ou pour que leur corps soit objectifié, commenté et tout. Et je sais qu'en me tournant vers les autrices de fantasy ou de romantasy, il y a quand même de grandes chances que j'arrive à éviter ça et d'avoir une protagoniste féminine qui soit intéressante, qui soit bien construite, une image de femme plus inspirante. Et on le dit souvent, mais c'est vrai, la représentation dans les livres, ça compte pour notre construction mentale. Donc voilà les éléments de romantasy qui, pour moi, font que ça fonctionne autant. Je voulais un petit peu me pencher aussi sur les tropes classiques de la romantasy. Parce que un des reproches et à la fois un des avantages, selon de quel côté on se met, de la romantasy, c'est qu'il y a des choses qui reviennent très souvent. Des fois même t'as l'impression de lire 10 résumés de livres et c'est la même chose. Mais ça peut être aussi ce qu'on recherche et donc ça peut être chouette de savoir qu'on va le trouver. Je pense notamment, le premier, grand classique, le faux méchant ou le personnage morally grey, qui est dans les nuances de gris. Souvent, il a vécu un traumatisme qui fait qu'il est fermé ou on le perçoit comme un méchant, mais l'héroïne va découvrir que c'est pas le cas. Je pense à Rhysand, je pense à Xaden, je pense à peu près tous les personnages masculins de romantasy. On a une première impression d'eux, qui va se retrouver transformée quand l'héroïne va apprendre à le connaître et quand elle va en tomber amoureuse. Un autre gros classique, c'est que un des personnages, souvent le personnage masculin, est immortel ou d'une autre espèce. Et ça, je voulais vraiment en discuter encore plus que ce que je l'ai déjà fait parce que je trouve que c'est vraiment un des aspects fondamentaux de la romantasy. On peut avoir les fées extrêmement populaires, mais aussi des vampires, des démons, des anges, des métamorphes. Tout est possible. Sky is the limit, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et je pense que ça plaît particulièrement cet aspect immortel parce que ça permet de jouer avec certains éléments de romance sans dépasser la limite des bornes et notamment du consentement. Par exemple, quelque chose qu'on va souvent retrouver, c'est le concept de mate, d'âme sœur, d'un lien unique avec une personne, ou même une imprégnation si on a une autre espèce, si on passe par exemple loup-garou, et ça donne vraiment un côté amour plus fort que la raison, plus fort que ce qui serait normal, plus fort que ce qui peut exister, un amour intense, irrésistible, t'es comme connecté à une autre personne, et franchement, qui ne rêve pas de cette connexion ultime avec une autre personne? Je pense qu'on est beaucoup, je peux pas dire tout le monde bien sûr, mais on est beaucoup à pouvoir s'imaginer, à faire du daydreaming, de connaître une connexion surréelle avec une autre personne. C'est pour ça que les romances font rêver aussi, et en particulier les romantasy, parce que cet aspect-là est encore plus permis du fait qu'il y ait un être surnaturel. Souvent on va avoir aussi le côté, il y a un personnage qui s'en rend compte, l'autre l'ignore, mais au-delà de ça, il y a aussi ce côté je peux pas résister, je peux pas me contrôler parce que c'est ma mate, je dois la protéger, je ressens ses émotions de loin, il y a cette connexion mentale qui je pense est comme l'ultime but qu'on recherche dans une relation, cette connexion totale avec l'autre personne, cette résonance d'âme à âme en fait, qui est quelque chose de très beau et qui est un peu un objectif inatteignable dans la réalité parce que jusqu'à présent j'ai jamais croisé d'être immortel, peut-être un jour, mais voilà. Pas encore. Donc ça fait du bien de le trouver dans les livres. Avec ce côté aussi immortel ou autre espèce, ça permet d'explorer le côté mâle alpha, animalistique. Combien est-ce qu'il y a de livres de romantasy où il y a le mot growl, grogner, je sais pas si c'est traduit comme ça en français, mais un côté un peu geste ou attitude animale, sauvage. Ça aussi, ça vient nous tutoyer un petit peu. Puis je pense que ça vient aussi faire résonner en nous le côté vouloir être protégé de tous les dangers, et c'est quelque chose que ce mâle peut faire dans les romantasy et qui peut beaucoup parler aussi à notre besoin de protection et de réconfort. Au-delà de ça, les romantasy, on a souvent un côté spicy qui est enhanced, qui est amélioré par le côté immortel, parce que souvent ils ont des capacités que l'homme du monde n'aurait pas, et qui sont très plaisantes. Donc t'as ce petit côté-là, tu peux même des fois explorer un peu des fantasmes d'une façon sécuritaire, un peu comme je le disais pour la dark romance, mais ce n'est pas une généralité, et il y a aussi des romantasy sans spicy.
Et ça, je pense que c'est important de le dire. Au niveau de l'aspect romance, on va souvent retrouver le enemies to lovers, c'est le plus gros classique de la romantaisie. Donc des personnages qui sont ennemis mais qui vont tomber amoureux. Quelque chose que, encore une fois, on peut pas explorer autant, même si ils essayent de nous le vendre. Ils essayent très fort de nous le vendre dans les romances contemporaines. Mais à chaque fois, c'est pas vraiment un vrai ennemi. Genre, un vrai ennemi, c'est comme quelqu'un, tu veux le tuer et puis t'en tombes amoureux, comme dans les romantaisies. Comme par exemple, Le Pont des Tempêtes, pour moi c'est un super beau enemies to lovers. C'est la trope de romantaisie. Souvent, il y a des triangles amoureux aussi, ça, on en retrouve pas mal. Et aussi le mariage arrangé pour des raisons politiques, qui peut aller de pair avec le triangle amoureux ou le enemies to lovers d'ailleurs. Je pense que ça c'est les trois grosses qu'on retrouve le plus, mais bien sûr il y en a d'autres. Par exemple, si on passe à Le Sang et l'Acier, il y a le côté élève d'une école magique ou apprenti qui va tomber amoureuse de son instructeur. C'était déjà le cas, vous me direz, dans Vampire Academy, hein, c'est pas nouveau, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent. Bref, il y en a plein, mais je voulais soulever ça là parce que je trouve que c'est quand même ceux qu'on retrouve le plus et vraiment des piliers de la construction d'une romantaisie. Et dans l'idée, je suis vraiment fan de tout ça, mais dans la pratique, ces derniers temps, j'ai été déçue par mes découvertes romantaisie. J'en ai quand même testé pas mal, même si j'étais un peu déçue, je continue à persévérer et à réessayer encore jusqu'à me dire qu'il fallait vraiment que je prenne une certaine distance parce que maintenant, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de sélection faite sur ce qui sort en romantaisie, ce qui m'amène au prochain point de la vidéo qui est l'impact de TikTok dans l'explosion de ce genre. Il y a deux choses pour moi qui ressortent sur BookTok par rapport à la romantaisie, au-delà du fait que ça l'a fait exploser parce que les gens lisaient, en parlaient et tout ça, mais c'est déjà le côté surconsommation de la romantaisie, qui pour moi a cet effet de perte de qualité. Et j'écoutais un épisode du podcast de V.E. Schwab où elle était avec Olivia Blake et où elle parlait de ce phénomène-là et qu'elle disait maintenant la tentation c'est d'écrire une romantaisie parce que tout le monde écrit une romantaisie et ça sort, mais le temps que vous finissiez d'écrire votre romantaisie, peut-être qu'on sera passé à autre chose. Il vaut mieux écrire ce qu'on a envie d'écrire, peu importe les tendances. Et d'un côté je suis d'accord avec ça et de l'autre je pense que justement TikTok fait en sorte que TikTok et les maisons d'édition font en sorte que les livres sortent très vite sans nécessairement le travail en amont qui devrait être fait avant qu'ils sortent. Ou alors ils vont aller chercher des livres qui étaient pris en auto-édition sans nécessairement aller les retravailler pour les sortir. Et des fois, il y a des bonnes choses. Par exemple, je pense à The Serpent and the Wings of Night, qui était d'abord auto-publié, puis qui a été racheté, je suis plus sûre par quelle maison d'édition. Et celui-là, c'est une des romantaisies que justement j'ai trouvé vraiment bien faite et que j'ai aimé. Mais il y en a d'autres où le texte de base, je suis désolée de le dire, mais n'était pas très bon. L'écriture n'était pas très bonne. Et au lieu d'essayer de travailler avec l'autrice pour améliorer le texte, parce qu'il y avait des bonnes idées, je pense là à Trial of the Sun Queen par exemple, qui avait un bon potentiel mais qui pour moi n'a pas été abouti parce que on s'est précipité dans le succès que le livre rencontrait en ligne, on voulait pas attendre pour le publier, on fonce et tant pis s'il y a des erreurs, on s'en fout, les gens vont l'acheter quand même, ceux qui étaient fans avant, puis ceux qui veulent le découvrir parce que tout le monde en parle. Vraiment, les maisons d'édition s'accrochent sur les tendances et vu que leur but c'est de faire de l'argent et vendre les livres, on peut le comprendre, mais le problème, c'est que du coup, je trouve qu'on a perdu dans la qualité de ce qui est produit. J'ai vraiment essayé beaucoup de romantaisie et je dois dire que pour la plupart, on est autour d'un 3 ou 3,5 sur 5. Comme je vous dis, j'ai quand même eu des bonnes surprises parce que par exemple, Assistant to the Villain, j'ai beaucoup aimé celui-là et c'est aussi quelque chose qui a émergé de TikTok parce que l'autrice avant, en fait, elle faisait des vidéos type The Office mais dans un univers de fantasy et c'est devenu son livre. Donc il y a vraiment des chouettes surprises aussi. Mais j'ai l'impression que ça reste l'exception et que la grande majorité, c'est surtout d'en sortir vite parce qu'on sait que c'est addictif, que ça fonctionne bien, que c'est rapide à lire, que les gens vont en vouloir plus et que le succès va être là. Pourquoi fournir plus de travail quand tu peux en faire moins, dépenser moins et avoir le même résultat à la fin? Malheureusement, je trouve que c'est nous, les lecteurs, qui en payons le prix. Sans parler des livres où je trouve qu'il y a encore vraiment beaucoup trop de violence envers les femmes et où c'est mal écrit, Guild, mais ça c'est autre chose et je ne comprendrai jamais le succès de cette série-là et de certaines autres. Alors oui, c'est quand même chouette de voir plus d'autrices qui peuvent être publiées ou même connaître le succès en auto-édition,
Mais cette course à la tendance, elle a un prix. Et le prix pour moi, c'est la qualité des récits. Et le fait qu'en tant que lecteur, ça peut être vraiment difficile de trouver quelque chose qui, je trouve, vaille vraiment la peine et sorte du lot un petit peu. Bon là, c'était le premier aspect dont je voulais vous parler par rapport à TikTok, mais il y en a un autre, c'est tout ce qui est spicy, smut et tout ça. Et c'est vrai que quand on parle des romantésies qui sont très populaires sur TikTok, on va souvent retrouver le même schéma, le même développement dans les romances, et que oui, en effet, il y a du spicy, mais la romantésie, c'est quand même bien plus que ça. Ça existe depuis longtemps, comme je vous le disais, même sous un autre nom. Le problème, c'est qu'avec ce nouveau nom, cette nouvelle appellation, vient aussi un jugement de la romantésie et du spicy. Quand on parle de romantésie autour de nous avec des gens qui lisent autre chose ou même des gens qui en ont juste entendu parler en regardant leur reel ou leur TikTok, on va souvent avoir des choses qui ressortent comme « Ah oui, c'est du fait porn »,« Ah oui, tu lis du smut », avec un petit sous-entendu dédaigneux bien sûr. Il va y avoir souvent un jugement dans le fait d'aimer ce genre de littérature et on va avoir presque l'impression que c'est que des scènes spicy dans le livre, que c'est que ça le principal attrait du livre. Ce qui en soi, on s'entend, ne serait pas un problème d'abord et ne devrait même pas être jugé, mais ce qui me pose problème, c'est que c'est pas le cas. Et là, je pense que vous voyez arriver mon cheval de bataille habituel, qui est l'impact du masculine gaze, du regard masculin, et des sociétés patriarcales sur ce qu'on lit et sur comment c'est jugé. Je vais commencer en vous citant encore une fois un petit article. Those that employ the word smut want to imply that the sex is there purely for prurient reasons. Even if it is, that's not a reason to dismiss, infantilize or belittle a book. Sex scenes, particularly those in romance novels and romance-adjacent titles, offer a cornucopia of literary value. Titillation, yes, and a safe canvas on which to explore and indulge one's fantasies. But beyond that, they can offer example of sex positivity, model consent, and generally provide a window through which readers can better understand and communicate their sexuality and desires. Longue partie à traduire. Ceux qui emploient le mot smut veulent souvent sous-entendre que le sexe est là purement dans l'histoire pour des raisons un peu genre de spectacle et un peu en mode que ça apporte rien à l'histoire. Même si c'est le cas, ce n'est pas une raison pour diminuer, infantiliser ou juger négativement un livre. Les scènes de sexe, particulièrement celles dans les romances ou les livres qui contiennent de la romance, offrent énormément de valeur littéraire. Le côté se titille, oui, mais aussi un espace sécuritaire dans lequel explorer et vivre ses fantasmes et ses fantaisies. Mais au-delà de ça, ils offrent surtout des exemples de sexualité positive, de consentement, et vont généralement offrir une fenêtre à travers laquelle les lecteurs et les lectrices peuvent mieux comprendre et communiquer leur sexualité et leurs désirs. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que les scènes de sexe dans les romantésies ou les fantaisies écrites par des femmes versus celles écrites par des hommes sont vues d'une façon tellement différente, et je sais que j'en ai déjà parlé, mais quand je pense à Game of Thrones avec toutes les scènes de sexe violentes qu'il y a, de la façon dont les femmes sont traitées, ça pose pas de problème. Alors que des scènes de sexe positives où la femme prend du plaisir, où il y a du consentement, où c'est représenté vraiment différemment aussi la façon de prendre du plaisir, ça de suite, c'est du smut. Il y a même un côté c'est sale en fait, il y a un jugement que c'est sale de parler de ça, et je trouve ça révoltant. Tout simplement. Je pense notamment, je reviens parce que c'est le plus gros exemple de romantésie en ce moment, mais à Fourth Wing, qui est tellement réduit à du smut, et on fait que parler du côté steamy, spicy, des scènes de sexe dans Fourth Wing, oh là là, alors qu'en vrai, il y a 2 ou 3 scènes spicy dans tout le livre. Certes, elles sont longues et développées, mais en même temps, elles s'éclatent, Violette, good for her. Mais il y a des centaines de pages qui sont sur autre chose, qui sont sur le world building, qui sont sur les dragons, qui sont sur les intrigues à l'académie militaire où elle est. Mais quand les gens en parlent, les gens qui jugent, et même les gens qui aiment en fait des fois, c'est vraiment comme si il y avait que ces scènes spicy, et surtout comme si le fait qu'il y ait ces scènes-là, ça enlève toute valeur au reste du livre. Il est réduit juste à ça,
et tout le travail qui est fait pour développer le reste, ça compte pas. Parce qu'il y a ces scènes-là qui viennent gâcher la lecture. Et ça, je trouve vraiment que c'est très dommage, et je trouve que ça s'adresse en particulier aux livres écrits par des femmes. En fait, il y a des grandes chances que si une femme écrit une fantasy et qu'il y a de la romance dedans, le mot romantasy soit utilisé, peu importe le niveau de romance d'un livre. Surtout quand les maisons d'édition savent que ça va faire vendre encore plus. Par exemple, The Cruel Prince dont je vous parlais, qui était catégorisé en fantasy young adult avant, maintenant est un exemple donné en romantasy, alors que au final, oui, il y a une romance, oui, il y a du enemies to lovers, mais c'est surtout un livre sur le personnage de Jude qui veut se venger et qui veut du pouvoir. C'est ça le moteur du livre, c'est Jude qui veut ne plus être une humaine qui se fait influencer par les faits, elle veut le pouvoir. Mais c'est beaucoup plus vendeur de le présenter comme une romantasy. Et il y a plein de livres qui subissent un peu ce traitement, et je pense que c'est en partie marketing, mais aussi en partie parce que c'est une fantasy écrite par une femme. Donc c'est un autre point important que je voulais amener, et pour conclure cette vidéo maintenant, oui j'aime la romantasy, mais la romantasy qui atteint son plein potentiel, ce que je retrouve malheureusement pas dans la majorité des parutions récentes. J'ai appris à être plus prudente dans mes choix, de pas m'arrêter à la description ou aux mots-clés qui sont donnés. En fait, plus que le terme romantasy, c'est la façon dont il est utilisé à la fois comme un terme fourre-tout marketing et comme une façon de rabaisser le travail d'autrice fantasy qui me fâche beaucoup. Donc encore une fois, c'est à nous d'apprendre à faire les bons choix dans ce qu'on veut lire, de bien choisir le type de récit sur lequel on veut porter attention et de garder un regard critique sur ce qu'on nous recommande. Justement, je vous dis ça et je voulais terminer la vidéo avec quelques recommandations personnelles que je ferai en romantasy. Alors je vous le dis, ça va être des recommandations express parce que c'est pas le but de la vidéo c'était vraiment plus pour discuter. Mais si jamais vous en aimeriez d'autres, et notamment des recommandations de romantic fantasy, de fantasy avec des éléments de romance, dites-le moi. Mais donc, pour mes recommandations romantasy, bien sûr, je les mentionne mais genre très très vite. Fourth Wing, Un palais d'épines de rose, Throne of Glass, les piliers du genre. Je pouvais pas ne pas en parler. Je vous disais aussi un peu plus tôt qu'il y avait Daughter of Smoke and Bones, Fille des chimères de Laini Taylor, que j'ai adoré, qui pourrait presque aller en fait si je voulais faire des catégories sur mon échelle dont je vous parlais. Je pense que celui-là serait presque plus aussi dans la romantic fantasy, mais au fur et à mesure des tomes, la partie romance prend de plus en plus d'importance et franchement c'est une de mes séries préférées à vie. J'ai aussi mis Lore Olympus qui lui pourrait aller dans l'autre extrême peut-être de plus fantasy romance parce qu'on est sur une réécriture de Hadès et Perséphone mais c'est vraiment la romance qui est le centre de l'histoire même si le décor est un petit peu fantasy paranormal mythologique. On a aussi une lecture plus récente, Sword Heart de T. Kingfisher. Malheureusement, lui n'existe que en anglais, mais c'était vraiment un exemple typique de romantasy qui arrivait pour moi à se sortir du lot et à fournir une histoire originale, prenante et une romance vraiment mignonne. J'espère qu'il va être traduit. C'est possible, c'est possible. J'avais ensuite Bride, qui pourrait être une romance paranormale aussi, mais si on prend la fantasy au sens large, ça passe. Et lui aussi on est plus du côté romance comme élément principal, mais il y avait des vampires et des loups-garous, donc on avait quand même tous ces éléments de mate, imprégnation et tout ça dont je vous parlais un peu plus tôt. Un des livres les plus anciens que j'ai lu et qui pourrait compter en romantasy, Star Touch Queen, qui est une histoire aussi un peu réécriture Hadès et Perséphone d'ailleurs, mais j'avais adoré. Il faudrait que je le relise pour voir si j'aime toujours autant, mais ça reste vraiment dans mon cœur. Je vous l'ai dit, hein, c'est express là. Un autre Laini Taylor, Strange the Dreamer, avec pour le coup je trouve que la romance était quand même plus présente dans ce tome-là que dans Daughter of Smoke and Bones. Ici aussi c'est hyper original, la plume de Laini Taylor est incroyable et c'est vraiment une histoire comme vous en avez jamais lu là-dedans. Si vous voulez vraiment une romantasy qui change, allez-y avec lui. Et c'est pas spicy aussi d'ailleurs. Je m'étais mis des post-it pour pas oublier de vous parler de Porcelaine sous les ruines, qui je pense est la seule romantasy française de cette liste. C'est une romantasy qui se cache un peu, mais qui repose sur une de mes tropes préférées, qui est une trope spoiler, donc je peux pas le dire. Mais
j'ai trouvé que c'était très intéressant. Peut-être que lui aussi est plus dans le côté fantasy fort et la romance un peu moins, mais comme pour d'autres, ça se développe quand même pas mal au fur et à mesure de l'intrigue et ça va prendre une part plus importante. Une très belle découverte que j'ai faite. L'autre que j'avais mis sur mon post-it, The Serpent and the Wings of Night, le serpent et le descendant de la nuit, donc je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, qui est aussi un très bon exemple de romantaisie bien construite avec un univers bien défini, un côté sombre, un côté passionnel, vraiment bon. Un autre vieux titre avec le protectorat de l'ombrelle, là aussi on a un peu côté paranormal, steampunk, et vraiment avec une romance au centre de l'histoire, mais vraiment c'est délicieux comme livre. J'adore le ton de l'autrice, l'univers qu'elle a créé. Petite romance avec un loup-garou, génial. Eux aussi, je vais les relire. Je vous en ai parlé un peu plus tôt, Assistant to the Villain. Un autre phénomène TikTok, mais pour le coup, lui, je trouve qu'il y a vraiment un super potentiel. J'ai déjà lu la suite et j'attends le 3e tome avec impatience. Half a Soul, là aussi, plus centré, vraiment romance dans un univers fantasy, Regency, avec des fées. The Undertaking of Heart and Mercy, qui est plus lui une romance pour le coup presque cow-boy, mais dans un univers fantasy. Et enfin, un des seuls Jennifer Armentrout qui n'est pas traduit en français pour le moment, Fall of Ruin and Wrath, qui lui aussi reposait sur une révélation que j'aime beaucoup retrouver dans les livres. Une chouette romantaisie, et je pense que c'est mon livre préféré d'elle, j'en ai testé plusieurs et j'accroche pas forcément, mais lui, ça l'a vraiment fait pour moi. Donc, je vous le recommande aussi. Et je vais terminer la vidéo là-dessus. J'espère que vous aurez aimé cette discussion autour de la romantaisie, que ça vous aura intéressé, appris des choses, que ça vous aura fait réfléchir aussi à votre rapport peut-être avec ce genre de livre. Si vous voulez en discuter en commentaire, j'adorerais ça. Bien sûr, s'il vous plaît, je vous invite comme toujours à rester respectueux. Et j'adorerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, qu'est-ce que vous pensez du phénomène de la romantaisie, vous, personnellement. Si c'est quelque chose que vous lisez pas du tout, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence depuis qu'il y a BookTok ? Je veux savoir tout ça, je veux qu'on en discute. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji. Est-ce qu'il y a un emoji cœur transpercé d'une épée? Ce serait parfait. Sinon, choisissez. Team cœur, team épée. Et je termine en remerciant les Kapas, mes Patreons, qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu, surtout les vidéos, plus travailler comme ça. Merci beaucoup. Si jamais ça vous tente de les rejoindre, d'avoir accès à notre Discord de discussion, à nos lectures communes et à des vidéos exclusives, le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.